Alors, cher Tariq, je voulais profiter de ta présence parmi nous pour te poser quelques questions. Mhm. Et on voit donc que l'islam est présent en France donc, depuis de nombreuses années. Mhm. Il y a maintenant beaucoup de jeunes qui reviennent à la religion. Mhm. Et forcément, la question des écoles est arrivée à se poser, puisqu'il y a des gens qui viennent de toute région du monde en France. Donc, il y a des gens qui peuvent être Hanafi, des gens qui peuvent être Malikites, d'autres qui sont plutôt influencés par les Hanabila, etc. Et toi, justement, qui a été formé au Maroc et donc qui est spécialiste de la question de la jurisprudence malikite, est-ce que tu peux nous dire l'intérêt justement de suivre une école, mais aussi l'intérêt de connaître l'école malikite et en quoi elle s'inscrit dans le patrimoine occidental? Très très importante question et c'est une question sensible qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de sang. Pour la simple et bonne raison, c'est que historiquement, les écoles sont nées pour protéger notre belle religion contre l'extrémisme, contre l'instrumentalisation du texte pour des fins terrestres. Très bien. Donc, ils ont un certain nombre de règles, de méthodes qui, justement, font de ces écoles-là des écoles authentiques, des écoles, ce qu'on appelle orthodoxes, en d'autres termes. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on ouvre la porte aux patients, chacun va prendre du texte ce qu'il veut, va l'interpréter selon ses passions, et parfois de façon littéraliste, comme on a vu avec les sectes, tel Daesh, tel Qaïda, etc. Et ça va donner lieu à des massacres au nom de la religion. Je vais loin de façon volontaire pour vous montrer le danger de la non-conformité aux écoles. Cheikh Mohamed Saad Al-Bouti, entre autres savants contemporains, ont écrit sur cette question de conformité aux écoles et d'importance aux écoles. Vous avez les grands savants de l'islam qui ont justement rédigé des épîtres, voire même des ouvrages très denses sur les méthodes qui ont été utilisées par nos savants pieux vertueux, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ibn Hanbal. Et donc, quand on parle de la France ou de l'Occident, historiquement, l'école occidentale, c'était l'école de droit musulman occidental, c'était l'école malikite. Pourquoi? Parce que déjà, à partir de Médine, les Maghrébins ont pris le Muwatta, mais également le Mudawwana, le Sahnoun et le Wadiha, le Mustakhraja et le Muwaziya, ce qu'on appelle les quatre mers, et les ont propagés non seulement au Maghreb, mais en Afrique subsaharienne au sud et en Andalousie au nord. Ce qui a fait qu'on a eu un développement très profond de cette école et ses outils. On a 17 sources secondaires de l'école malikite, je l'ai précisé dans mon livre qui s'appelle La vie de l'imam Malik, qui fait de cette école-là une école très contextuelle, d'accord, qui répond à ce qu'on appelle Nawazil, c'est-à-dire les situations nouvelles, occidentales encore une fois, parce qu'il y avait l'Andalousie et son développement pendant des siècles, pendant 8 à 9 siècles, mais pas que, parce que même après l'Inquisition, les musulmans en Occident ont continué à vivre, d'accord? Donc le droit a continué à vivre. Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'ijtihad ou les portes de l'ijtihad ont été fermées. Ils n'ont jamais été fermés, ils ne seront jamais fermés tant qu'il y a des mujtahid, tant qu'il y a des personnes aptes, habilitées, compétentes pour faire cet ijtihad. Et donc, très important, la France, malheureusement au début, avec l'immigration, il y a eu l'abandon des écoles. C'est-à-dire les jeunes piochaient un peu partout, des avis qui n'ont aucun sens parfois. Parfois c'était de l'arbitraire. Il y avait un danger. Et après les années 70, il y a eu une espèce de réforme, une élite musulmane qui est venue en France avec des bagages scientifiques, alhamdoulilah, très profonds. Et il y a eu un retour, alhamdoulilah, à cette authenticité des écoles, et notamment de l'école malikite, qui est évidemment en profondeur, comme vous le savez, l'école historique de ce qu'on appelait avant l'Occident musulman. Donc c'est tout naturellement qu'elle s'implante en France, parce que l'écrasante majorité des musulmans de France sont issus du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, etc. Et donc, c'était l'école malikite qui devait se propager. Néanmoins, ça c'est regrettable, il y a encore ce littéralisme qui nuit aux quatre écoles, non seulement à l'école malikite, mais aux quatre écoles. Pourquoi? Parce qu'on a pris des textes
je ne parle pas du Coran et de la Sunna, on a pris des textes d'interprétation et on a essayé de les coller à un contexte qui n'est pas le leur. Parce que quand vous changez les données du départ, la conclusion finale ne peut qu'être différente. Les données d'aujourd'hui, dans ce contexte précis, ne sont pas les données qu'on avait avant. Bien sûr. D'où l'intérêt de l'ijtihad, d'où les 17 sources secondaires que je vous ai citées. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui prendre des avis secondaires qui étaient faits par les nawaziliyin, c'est-à-dire les personnes qui avaient l'habilitation de faire un ijtihad en fonction d'un certain nombre de données en amont, les prendre et les coller aujourd'hui et de dire que non, il faut que ce soit ça. Donc, on se retrouve dans un autre littéralisme que certains appellent malikite, mais le malikite se désavoue de cela. Parce que, comme j'ai dit, il faut regarder l'école malikite, comme d'ailleurs les 3 autres écoles, comme un ensemble de méthodes salutaires, intelligentes. C'est pour ça que le fiqh veut dire aussi intelligence. D'accord? C'est compréhension, intelligence, réflexion. Le fiqh n'est pas une espèce de sclérose et de briques qu'on va prendre et appliquer bêtement de façon arbitraire. D'où l'intérêt, encore une fois, et l'importance des savants pour accompagner les supports des livres incontournables que nous avons traduits. Justement, je rebondis sur ça, en fait. Beaucoup de personnes qui sont tentées par le réformisme et qui pensent qu'il faut justement dépasser les écoles, reprochent aux écoles d'être des fois déconnectées de la réalité, de se scléroser, de s'enfermer justement dans un corpus qui peut être déconnecté de la réalité. Et on le voit même certains professeurs qui ont une vision finalement qui est tout religieux de la chose, qui ne s'intéresse pas à la vie dans la société, etc. Et donc qui reproduisent, on va dire, ce qui a été enseigné par les maîtres, mais qui font finalement qu'il n'y a pas d'interaction dans la vie de société, que les gens qui étudient de cette manière-là restent en retrait de la société, comme si justement il n'y avait pas d'intelligence, il n'y avait pas de possibilité d'ijtihad, etc. Et comment répondre à ça et comment justement permettre à ceux qui étudient de manière traditionnelle, qui prennent un cursus justement lié à une école, donc qui ont une méthodologie, on va dire, structurée pour apprendre, pour que cette méthodologie les aide finalement à pratiquer leur religion convenablement et donc être utile et efficace dans la société et non pas rester en retrait, enfermé, on va dire, dans le livre sans garder cette Je te remercie vraiment, Bilal, pour cette question sensible et osée. C'est très important. Premièrement, dans notre école malikite, dans les 17 sources secondaires que nous avons, il y a Mura'at al-Khilaf, c'est-à-dire le respect de l'altérité, le respect de la divergence. On dit chez nous que du moment que c'est une question à divergence connue entre les savants, c'est pas l'immuable, c'est pas gravé dans le marbre, comme on dit ici, du moment que c'est un sujet de l'ijtihad, eh bien, il n'est pas permis de blâmer l'autre, de critiquer l'autre. Là, c'est une qaïda, c'est une règle, il n'y a pas de blâme dans les questions à divergence connues entre les savants. Les branches où effectivement chaque savant avait son interprétation du texte, le texte n'était pas très clair, ambigu, ou l'absence du texte, donc les savants ont utilisé les autres sources secondaires, etc. Donc ça, c'est un premier élément, donc le respect de l'altérité. Nous devons apprendre tous ensemble, quel que soit le choix doctrinal qu'on fait ou le non-choix, devons apprendre ce respect de l'altérité. Très bien. C'est un premier point qui, pour moi, le pin dorsal dans l'apprentissage. Un deuxième point, on ne peut pas imaginer une école sans qu'elle soit vivante. Madhab, il fait allusion à une vie, pas à une mort. Très bien. Donc, il n'y a pas de sclérose. Donc, une école veut dire, madhab, ça veut dire une vie. Une vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire une interaction avec le contexte. Ce qu'on appelle nawazil, ce sont les questions nouvelles, les affaires nouvelles qui n'existaient pas avant. Je donne l'exemple de l'agroalimentaire, la gélatine, je donne l'exemple de la bioéthique, les débats sur l'euthanasie, etc. Les dons d'organes, etc. Il y a des éléments qui n'existaient. Il y a 50 ans, ça n'existait pas. On ne pouvait même pas les imaginer. Donc aujourd'hui, le droit est en face et confronté à des sujets nouveaux suite à l'évolution ou à la révolution industrielle, médicale, technologique, digitale, tout ce que vous voulez. Donc, le droit musulman n'est pas là pour dire non, tiens, stop à toute vie, non. Il est là pour accompagner, pour cadrer, pour donner ce cadre moral, ces garde-fous. C'est très important. Donc, on ne peut pas imaginer une école sclérosée. C'est contraire à la notion d'école. C'est contraire à cet ijtihad
de cette école, aux méthodes. Quand j'ai parlé tout à l'heure des 17 sources secondaires de l'école malikite, ils sont là pour ça, pour s'adapter. Donc, je répète, ceux qui se prétendent de l'école malikite, tout en étant arc-boutés, fermés, et en reprenant des manuscrits de Mujtahid d'il y a 100 ans, d'il y a 200 ans, d'il y a 500 ans, ils font du mal à l'école malikite, à son image, à ce patrimoine, à la mémoire de l'imam Malik, à la mémoire des savants malikites, qu'ils soient andalous, égyptiens, maghrébins, irakiens. C'est vraiment, entre guillemets, galvauder l'école. C'est ne pas comprendre ce qu'est une école. Donc une école, elle est là avec des méthodes. Donc quand on parle de l'école malikite, je ne parle pas des avis émis à un moment donné sur des questions d'ijtihad. Je parle de méthode. C'est ça qui est important. Quand on parle de l'immuable, quand on est dans Aqidah ou Ibadat, là on est tous les deux d'accord, on est tous d'accord. La prière, c'est la prière. Je ne vais pas changer la façon de faire la prière ou je ne vais pas changer ma Aqidah, non. Mais quand on parle des sujets qui, évidemment, sont des sujets de société qui comme j'ai dit tout à l'heure, quand les données de base en amont vont changer, eh bien, le résultat final change aussi. L'avis donné pour une affaire et le résultat de comment on a imaginé cette affaire, comment on a compris, la bonne compréhension de cette affaire. Donc, c'est très important de comprendre que l'école, notamment l'école malikite, n'est pas un ensemble d'écrits de mujtahid d'une période. On peut s'en inspirer, mais on ne peut pas les appliquer d'une façon littéraliste au risque de créer les mêmes phénomènes graves et dangereux qu'a créé ceux qui ont mis de côté, voilà, les littéralistes qui ont mis de côté les écoles. Et donc, ces fameux réformateurs, ce que vous appelez réformateurs, tombent dans le même travers de ceux qu'ils ont critiqués, c'est-à-dire des littéralistes. On revient au même phénomène de l'arbitraire dans le comportement avec les textes. En fait, on peut dire qu'ils s'arrêtent au moyen au lieu d'aller à l'objectif. Exactement. Et au lieu de prendre l'école comme une méthode pour pouvoir justement comprendre le monde et appliquer sa religion dans ce monde-là, eh bien, ils en font une fin en soi. Et ce qui fait qu'on est des fois en décalage avec la réalité et on n'a plus notre objectif qui est de perpétuer une civilisation et de participer à la gestion du monde. C'est pour ça que l'imam Malik lui-même, il n'hésitait pas à dire « je ne sais pas ». Il n'hésitait pas à donner raison à son aîné Abu Hanifa dans plein de sujets. C'est ce qui a donné naissance à Mura'at Khilaf. Et surtout, quand le calife de l'époque lui a dit on va généraliser ton école, on va généraliser ton Muwatta sur tous les codes, ça pouvait être une fierté pour lui. Mais il a dit non. Parce que d'autres compagnons du prophète ont été dans d'autres contrées, ont eu une science que je n'ai pas eue. Vous voyez l'humilité du personnage, bien que c'était le savant de son époque. Une sommité. Voilà, une sommité. Et donc ça nous ramène à l'humilité. Encore une fois, les jeunes qui étudient aujourd'hui, que ce soit en Mauritanie ou ailleurs, ils ne doivent pas prendre ça comme immuable, comme, entre guillemets, quelque chose qui doit être appliqué coûte que coûte et contre vents et marées. Non, il faut prendre le recul et regarder en face ces textes-là. Ils sont issus de quoi ? Est-ce que c'est immuable dans le Coran et la Sunna ou est-ce que c'est des résultats d'analyse et d'études de tel ou tel savant qui méritent évidemment, qui étaient valables à cette époque-là et qui méritent le respect, mais aujourd'hui, il y a d'autres savants, d'autres réalités et on y va. Et je ne parle pas de laxisme, je parle d'ijtihad. D'ijtihad et dans cet élément important ou ces éléments de l'ijtihad, il y a la facilité qui n'est pas laxisme. La facilité pour nous musulmans, créer la facilité aux gens, c'est une règle. Tissir, tissir. Dès qu'il y a difficulté, la difficulté amène la facilité, la dérogation. Plus généralement, la logique d'une école, c'est comment, dans le cadre de la bonne religiosité, nous donner à la fois les garde-fous, qu'on ne tombe pas dans le travers des sectes, qu'on ne tombe pas dans la perversion, dans le libertinage, mais en même temps, garder cette facilité nécessaire pour être un agent actif dans mon monde, et non pas, entre guillemets, isolé, exclu, marginal. Ça, c'est très important. On garde à l'esprit le maqasid, c'est-à-dire les
les objectifs nobles de notre belle religion, qui est notre bonheur intérieur, qui est notre épanouissement, d'accord, spirituel intérieur, et cette mesure d'équilibre entre les besoins du corps, les besoins de l'esprit, les besoins de l'intellect. Ces trois composantes, ces trois dimensions de l'être humain. Merci beaucoup. Je vous en prie.